Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. En 2022, la température moyenne sur la planète était supérieure de 1,15 degrés Celsius à sa valeur pré-industrielle. Notre planète a connu en début de ce mois ces 2 journées les plus chaudes jamais enregistrées par les météorologues. C'était le 3 et 4 juillet 2023 avec une température moyenne de plus de 17 degrés Celsius, ce qui bat l'ancien record de 16,92 degrés Celsius enregistré le 13 août 2016 et le 24 juillet 2022. Le Maroc n'est pas épargné et fait également face à des chaleurs extrêmes comme nous le constatons cet été. La semaine dernière, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie a tiré la sonnette d'alarme. Rapport qui dresse un tableau inquiétant sur la situation climatique au Maroc et met en évidence les périodes de sécheresse de plus en plus intenses. Rapport qui reprend les conclusions faites par le précédent rapport publié par la Direction générale de la météorologie. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Quelles sont les conséquences et les répercussions du climat sur les différents secteurs ? Nous allons en parler ce soir avec M. Mohamed Sinan. Vous êtes expert en eau et en changement climatique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, l'année 2022 a été la plus chaude enregistrée au Maroc. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres qui concernent l'année 2023. Mais quelles sont les attentes par rapport à cette année ? Est-ce qu'on est sur le chemin de battre un nouveau record ? C'est possible, vu les températures qu'on voit actuellement. Donc il fait très très chaud, il y a des vagues de chaleur qui se sont passées dernièrement. Actuellement, on vit aussi une vague de chaleur. C'est possible aussi que cette année soit une année record au niveau température. Donc les 4 dernières années, de 2019 à 2022, ce sont les 4 années qui ont été les plus sèches au Maroc, avec un déficit pluviométrique de 32%. Voilà. En 2022, le déficit pluviométrique était de 27%. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces chiffres ? Oui. Donc ces déficits étaient un peu prévisibles. Donc tous les modèles du monde réalisés au niveau mondial, au Maroc, ce qu'on appelle les projections climatiques, indiquait depuis longtemps que la région de la Méditerranée dont fait partie notre pays, donc c'est une période qui fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique au niveau mondial. C'est-à-dire la région qui connaît déjà donc une hausse de température, une baisse des précipitations, mais aussi de l'accentuation, ce qu'on appelle l'accentuation des phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire les vagues de chaleur et des précipitations intenses qui causent des inondations. Donc lorsqu'on regarde le climat du Maroc, ce qu'on a vécu, donc on est en plein dedans. Donc tout ça ne doit pas nous surprendre, c'est des conséquences évidentes de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère au niveau mondial. Donc c'est inévitable. Ce qu'on voit aujourd'hui, donc, c'est des observations. C'est des observations qui étaient prévues par les modèles, à la précision près, mais toutes les tendances, tout le monde est d'accord sur ces tendances au niveau mondial, en tout cas au niveau de la Méditerranée. Donc l'augmentation des températures, la baisse des précipitations et bien sûr des ressources en eau, l'augmentation des vagues de chaleur et des pics de précipitations qui ont déjà engendré, qui vont engendrer des inondations. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie prédit donc, que face à cette baisse continue des précipitations, le Maroc sera confronté à des périodes de plus en plus sèches. Donc, selon toujours ce même rapport, on va passer d'un climat qui est plutôt méditerranéen à un climat aride. Qu'est-ce que ça veut dire ? Combien de temps cette transformation se fera-t-elle ? Enfin, en combien de temps elle se fera ? Et est-ce qu'elle est inévitable, finalement ? Ce qu'elle est inévitable, ça je ne peux pas confirmer, mais disons, elle est probable. Il est probable, ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est les projections climatiques faites avec des outils très performants de modélisation, de projection, qui sont utilisés au niveau mondial. Et toutes ces tendances, tous ces modèles indiquent qu'il y aura donc un changement du climat. D'ailleurs, on l'appelle changement climatique, ça veut dire que le climat
qui a changé et qui va changer. Et effectivement, donc on le constate, donc le climat aride avance un peu de sud vers le nord. Hein. Et quelles sont les conséquences, selon vous? Alors, les conséquences, c'est qu'il y a moins d'eau, donc il y a moins de précipitations, avec tous les impacts qu'on connaît en termes de satisfaction des besoins agricoles, en termes de satisfaction des besoins en eau aussi. On parlera après de l'impact sur l'énergie aussi, hein, sur les centrales électriques, énergétiques, qui seront causées avec ces augmentations des températures. Justement, l'année dernière, la campagne agricole a été la saison la plus sèche depuis 1981. Donc, ça fait quand même des années, avec un déficit qui dépassait les 45%. Quelles sont les perspectives pour les années à venir, finalement? Moi, j'aimerais être optimiste, que c'est des choses qui vont passer ou qui vont être moins intenses, disons, mais malheureusement, donc, les projections climatiques, encore une fois, donc, effectuées au niveau international et au niveau marocain, donc, il y a aussi beaucoup de projections qui sont faites par la direction de la météorologie nationale, faites par des scientifiques. Moi, j'en fais partie. Moi, j'ai travaillé sur la première communication nationale du Maroc sur le changement climatique en 2000-2001. Et j'ai travaillé sur la troisième communication nationale du Maroc sur le changement climatique en 2016, à l'occasion de la tenue de la COP 22 dans notre pays. Et donc, je sais ce que je dis. Alors, parce que, en fait, c'est mathématique. Ce n'est pas une température qui augmente comme ça. C'est parce qu'il augmente parallèlement avec l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il y a des gaz qui rendent donc notre atmosphère un peu compacte, et donc les rayons du soleil donc, ne sortent pas, ne partent pas en dehors de l'atmosphère, ils restent coincés dans cette enveloppe, et donc ils changent donc la température et perturbent le climat. Donc, il y a cet élément de cause à effet qui est indéniable. Oui, c'est objectif, disons. Et mathématique. Malheureusement. Hein, oui, et mathématiques. Ouais. Le Maroc dispose actuellement de 149 barrages. Il y en a plus, 152, on parle maintenant de 152. Il y en a d'autres qui sont... 18 actuellement, exactement. Qui sont en cours de réalisation. En cours de réalisation. Donc la capacité de stockage était de 19 millions de mètres cubes et on essaye... 19 milliards de mètres cubes. Actuellement. Actuellement, milliards. Et on essaye d'atteindre les 24 milliards d'ici 2030. Ou 27. Jusqu'à 27. 27 ouais. Ouais. Très bien, merci pour l'actualisation de ces chiffres. Oui. Donc 85% de ces barrages vont être consacrés à l'agriculture, n'est-ce pas? Et donc c'est un pas en avant, mais est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant finalement, ou est-ce que ça permettra de rattraper, on va dire, le retard qui a été déjà enclenché? Le retard en quoi? Par rapport aux pertes des précipitations, les pertes qu'il y a déjà eu au niveau de l'eau. Est-ce qu'on peut compenser les pertes qui ont déjà eu lieu avec ces nouveaux projets qui sont en cours? Exactement. D'abord, on doit se féliciter de la politique qu'a suivie notre pays, le Maroc, depuis le tout début des années 60, grâce à la politique éclairée de feu le roi Hassan II, qui a donné donc une priorité donc, au secteur de l'eau, et cette priorité donc, a continué jusqu'à maintenant. Grâce à cette politique, donc, alhamdoulilah, malgré les difficultés climatiques, donc il n'y a pas un Marocain qui est resté sans eau ou sans alimentation, ce qui est quelque chose de très très important, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays du monde. Donc, évidemment, donc, comme je dis, le Maroc a fait beaucoup de choses dans le secteur de l'eau. Bien sûr, il n'a pas fait tout peut-être, mais il y a des priorités aussi, il y a des contraintes aussi des budgétaires, etc. Mais le bilan est très très positif. Et ce qu'on voit donc actuellement, surtout depuis donc, un an ou deux, c'est une accélération de cette politique, notamment donc, avec le développement de ce qu'on appelle donc, les ressources non conventionnelles, que nous avons donc soutenu et demandé donc, pour qu'ils soient donc développés. On va en parler. Donc, dont fait partie donc, le dessalement de l'eau de mer.
Mais avant de passer aux ressources non conventionnelles, on reste dans les ressources non conventionnelles avec la construction des barrages. Effectivement, donc, il y a eu une accélération, encore une fois, donc, de la réalisation des barrages depuis 1 an, depuis 2 ans. Donc, on peut dire donc, avec l'actuel gouvernement. Et c'est une excellente chose pour le Maroc parce que, en fait, officiellement, donc les ressources en eau du Maroc varient entre une moyenne de 10 milliards de mètres cubes d'eau par an à 50 milliards. Une variabilité très, très importante qui reflète tout simplement la variabilité des précipitations. Or, la capacité actuelle de stockage des barrages, officiellement, encore une fois, moi j'invente rien, c'est 19 milliards, disons 20 milliards. Donc, ce qui fait les années où les apports dépassent 20 milliards, ben, on perd l'eau en mer. Et donc, l'augmentation de nombre du barrage, c'est une chose qui est très, très positive. Donc, ça va nous permettre, comme vous avez bien dit, de réduire donc, les pertes en mer. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes donc avec les barrages, loin de là. On va réduire les pertes en mer, mais est-ce qu'on va compenser les pertes qui ont déjà eu lieu? Est-ce qu'on peut rattraper ça? Comment on va les rattraper donc, selon vous, en tant que scientifique? Moi, je préfère parler donc, de l'avenir pour dire que ce qui se fait actuellement est une très bonne chose et ça va nous permettre donc, de réduire les pertes en mer. Le passé, donc, il est passé. Maintenant, donc, oui, je ne sais pas si on va aborder maintenant ou pas ce qu'on appelle donc, les ressources non conventionnelles. J'ai dit tout à l'heure donc ça ne va pas suffire parce que donc, il n'y a pas que l'eau potable, il y a l'agriculture. Donc, l'agriculture donc, qui consomme des quantités importantes, environ 85% des ressources qui arrivent au Maroc. Donc, rien ne va remplacer donc, les ressources non naturelles qui sont évaluées donc, en moyenne. Donc, je dis bien en moyenne, étalées, des moyennes calculées sur plusieurs décennies, à 22 milliards. Donc, vous comprenez, donc, le 22 milliards, c'est énorme. Les stations, par exemple, des dessalements, on parle de dessalement, c'est pour donc, dessaler quelque chose donc, comme 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par an. Donc ça n'a rien à voir avec les 22 milliards, ce qui est tout à fait normal. Donc je dis ça pour dire que parallèlement à tout ce qu'on vient de dire, l'augmentation de nombre de barrages, ce qu'on appelle la mobilisation, mais bien sûr, donc, le Maroc fait déjà, mais peut-être il faut accélérer, ce qu'on appelle la mobilisation des ressources non conventionnelles, que je peux vous détailler tout de suite ou bien après une autre question. Oui, ce serait bien d'aller encore plus loin pour donner une idée générale sur ce point. Exactement. Donc, par exemple, c'est là où, personnellement, je pense que le Maroc a pris un peu de retard concernant la mobilisation de ressources non conventionnelles. On commence par le dessalement, parce qu'on a la chance, le Maroc a la chance d'avoir un littoral de 3500 km. Ce n'est pas tous les pays du monde, c'est presque une île. Et donc, personnellement, moi, j'ai toujours appelé donc, au développement de cette technologie de dessalement, même si peut-être avant, on n'en avait pas besoin. Mais il fallait préparer l'avenir. Qui est actuellement en cours et maintenant, qui est développé au Maroc. Ça commence. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, former des experts. Et on a ce qu'il faut, on a des scientifiques, on a des chimistes, on a des laboratoires. On aurait pu devenir donc leader en expertise de dessalement au niveau de la Méditerranée. Et je ne parle pas au niveau de l'Afrique, c'est évident. Donc maintenant, avec l'actuel disons, gouvernement, si on peut dire comme ça, donc, il y a une accélération qui a été faite pour les projets de dessalement et on s'en félicite vraiment. Ça, c'est la première partie, disons, la première entité de ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles, c'est-à-dire les ressources non naturelles. Non naturelles, exactement. Alors, avec ça, il y a aussi donc l'épuration et la réutilisation des eaux usées. Comme vous savez, et comme tout le monde sait, donc dans les villes côtières, par exemple, l'eau est rejetée donc, en mer, les eaux usées, ce qui est dommage pour un pays qui manque d'eau. Donc là aussi, on aurait pu préparer des experts en la matière
pour épurer cette eau et la réutiliser. Aujourd'hui, c'est fait. Hein. Aujourd'hui, ça commence, c'est très bien. Donc tout ça, quand je dis, c'est-à-dire que tout ça, ça se disait avant, mais ça se pratiquait pas beaucoup. Maintenant, ça commence et on ne peut qu'en s'en féliciter. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place exactement, dans ce sens. Exactement. Rabat, où on est devenue verte et on s'en félicite et c'est très agréable, d'autres villes, etc. Et ça, c'est grâce à la réutilisation des eaux usées dans l'arrosage des espaces verts. Et il y a plusieurs projets donc, au niveau donc, national et c'est excellent. Il y a aussi, donc, et pourquoi pas, aussi donc, développer des travaux de recherche pour l'irrigation. Pour l'irrigation, donc pour des espèces agricoles adaptées à une eau usée, mais bien sûr épurée. Pas question d'utiliser de l'eau usée brute. L'objectif, c'est d'avoir zéro rejet en mer. D'exploiter au maximum les ressources dont on dispose. Et l'objectif, c'est zéro perte, 100% de réutilisation. D'accord. Et de préparer les compétences, comme ça, le jour où on en a besoin, on a tout ce qu'il faut ici. Il y a aussi la collecte des eaux pluviales. Toujours, on est dans la collecte dans les ressources non conventionnelles. Comme vous savez, quand la pluie arrive, bon, il tombe dans les chaussées, il va vers les réseaux d'assainissement. C'est dommage pour un pays qui manque d'eau. Normalement, donc, il faut généraliser donc, les réseaux séparatifs et cette eau qui est propre, hein, doit être donc réutilisée pour des différents usages, des résidences où on capte cette eau, pour le nettoyage, pour l'arrosage, pour beaucoup de choses. Ça, c'est une troisième aussi donc, ressource dont a le Maroc et dont il a besoin. Il y a une autre opération, je ne sais pas si on peut la classer parmi donc, les ressources non conventionnelles, en tout cas c'est la recharge artificielle des nappes. La recharge artificielle des nappes, comme son nom l'indique, c'est de recharger artificiellement les nappes. Alors l'excédent dont on a parlé tout à l'heure qui allait en mer, peut-être si on l'avait stocké dans le sous-sol, peut-être nos nappes seraient beaucoup plus hautes et on aurait perdu beaucoup moins de sources. Pratiquement la moitié des sources ont tari, leur débit a baissé, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Certains cours d'eau aussi qui sont alimentés naturellement par les nappes. Mais il faut que leur niveau de nappe soit élevé. Maintenant, il a baissé. Si on avait donc travaillé beaucoup plus sur la recharge artificielle des nappes à partir des eaux excédentaires, peut-être donc pas peut-être, c'est sûr qu'on aurait moins de déficit au niveau de nos aquifères, de nos nappes d'eau souterraine. Absolument. En tout cas, on est tourné maintenant vers l'avenir et ce sont plusieurs mesures et solutions que vous êtes en train de proposer qui pourraient être très bénéfiques. Donc, pour le secteur agricole, la pluviométrie et puis le climat en général au Maroc. Il y a certains experts qui parlaient de nettoyer les barrages actuellement afin de gagner... Capacité de stockage. Absolument. Est-ce que c'est aussi une solution Bien sûr. Bien sûr. Envisageable selon vous? Oui, c'est tout à fait envisageable. Et même, elle l'est davantage pendant les périodes de sécheresse, parce que les barrages sont vides, ou certains barrages en tout cas sont vides, donc c'est l'occasion pour enlever la vase tout simplement. Donc cette phase qu'on appelle l'envasement des barrages. Et le volume d'envasement par an moyenne, c'est des chiffres officiels encore une fois. Moi je ne m'appuie que sur des chiffres officiels, j'invente rien. Je lis les chiffres officiels et je les analyse. Donc officiellement, il y a 75 millions de mètres cubes de vase qui arrivent. Donc c'est une capacité de stockage en moins. Donc, quand le niveau d'un barrage est un niveau X, on croit que tout ça c'est rempli avec l'eau. Mais non, une partie est remplie avec la vase. Et du coup, pour les prévisions, nous, on croit qu'il y a ce volume d'eau, mais il n'y a pas ce volume d'eau. Il y a peut-être la moitié, etc. Alors justement, donc l'opération pour enlever cette vase est difficile quand le barrage est plein d'eau. Mais quand la retenue donc contient peu d'eau ou pas d'eau du tout, on peut marcher dessus. C'est une occasion donc, pour enlever cette vase et augmenter la capacité de stockage. Comme ça, quand l'eau va arriver, il trouvera plus de réserves. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Mais j'aimerais quand même avoir un petit dernier mot, un message que vous voudriez transmettre aux téléspectateurs par rapport à cette problématique.
Alors le message, c'est de savoir que l'eau n'est pas une ressource intarissable. C'est une ressource qui est limitée, malheureusement. C'est une ressource qui est vitale. Et donc nous devons tous faire, chacun de son côté, là où il est, selon ses activités, donc à la préserver, à la protéger au maximum pour qu'on puisse l'utiliser quand on en a besoin et surtout aussi pour laisser donc des ressources pour les générations à venir. Absolument, merci beaucoup Monsieur Mohamed Sinan. Je rappelle que vous êtes expert en eau et en changement climatique. Et professeur à l'école Hassania. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.